Bonjour et bienvenue sur Aki Télé. Un rayon de soleil, nous sommes au jardin public. Ce sont les élections, c'est demain. C'est effectivement une nouvelle rubrique que nous allons commencer aujourd'hui, puisque des élections se profilent à l'horizon, les départementales, les régionales, puis un an plus tard ce sera les présidentielles. Alors nous avons l'immense chance aujourd'hui de recevoir Marie-Charlotte Latour, qui est de Génération, il nous expliquera ce qu'est le parti Génération, et Cyril Fonrose, qui est du Parti Socialiste. Pour vous, c'est une première, les amis. Vous allez effectivement vous présenter aux élections départementales dans le deuxième canton. Une première à tous les sens du terme, parce qu'une première aussi pour cette émission de télévision, une première pour les photos hier, une première pour la conférence de presse qui va officialiser votre candidature, je crois que ça sera lundi. Alors d'abord, honneur aux dames, Marie-Charlotte, puisque ce sont des binômes, on le rappelle, pour ces départementales hommes-femmes. Marie-Charlotte, vous allez vous présenter. Qui êtes-vous? Donc je suis Marie-Charlotte Latour, j'ai 35 ans. Bordelaise depuis quelques années maintenant, après un retour donc à Bordeaux où j'avais fait mes études. J'ai un fils qui a 3 ans. Qui n'est pas loin. Qui n'est pas très loin, effectivement. Et je suis donc engagée chez Génération depuis 3 ans aussi, non sans lien. J'ai travaillé dans le social médico-social pendant une dizaine d'années, plutôt sur le volet technique expertise, avec un intérêt fort pour ce sujet des solidarités. Et c'est quand je suis devenue maman que la partie écologique de mon engagement a pris une tournure beaucoup plus importante. Et c'est avec la conjugaison des deux que je me suis engagée chez Génération, qui est donc le parti qui a été fondé en 2017 par Benoît Hamon, quand il a quitté le Parti Socialiste, et qui a vraiment vocation à la fois à porter ces thématiques de solidarité de manière très forte, et aussi de porter un engagement écologiste qui n'est pas moins fort, qui est vraiment sur le même plan. Et vous êtes aussi au service de Pierre Urmic à la mairie de Bordeaux. Ça, et je travaille tout à fait au service de Pierre Urmic à la mairie de Bordeaux, suite à la campagne à laquelle j'avais contribué, et puis au regard de ce que j'ai pu faire par le passé sur le champ des solidarités. Je travaille effectivement sur toutes les thématiques liées à la santé, à la solidarité, à l'insertion, qui sont de fait mes sujets de prédilection. Et sous le regard du peintre Carl Vernet, nous allons maintenant présenter, puisqu'effectivement il est juste là, la statue de Carl Vernet, nous allons présenter Cyril Fonrose, qui est un grand voyageur, hein, parce que je sais, Cyril, que vous avez vécu en Éthiopie, vous nous raconterez cette anecdote de l'Éthiopie quand vous étiez gamin. Vous êtes d'origine martiniquaise, je crois, c'est bien cela. Le voyage, bien sûr, c'est quelque chose de très important pour vous. À Bordeaux depuis longtemps, soit dit en passant. Alors, je suis arrivé pour la première fois à Bordeaux en 95, si je ne me trompe, et depuis, ça a été un petit point d'ancrage pour moi. Et donc j'ai fait des allers-retours entre la Nouvelle-Calédonie et Bordeaux, puis la Nouvelle-Zélande et Bordeaux, avant de m'établir ici en 2008. Et depuis, j'ai plus quitté cette ville, ce département. C'est un engagement politique aussi très précoce, parce que je crois que vous êtes entré en politique au Parti Socialiste, vous aviez 20 ans, simplement. J'avais 21, 22 ans. Ouais. Oui, c'est venu c'est venu assez naturellement pour moi. L'engagement au Parti Socialiste, ça représentait... pour moi, c'est une histoire de conquête sociale, le Parti Socialiste. Donc ça m'a, j'ai toujours été très sensible à cette idée de lutte contre les inégalités. Justement, je parlais d'Éthiopie, alors vous en avez vu là-bas des inégalités. Oui, on voit, on est confronté de manière très dure, très brutale à des écarts de niveau de vie entre ceux qui vivent décemment et puis ceux qui pour le coup n'ont rien, n'ont pas de filet social, n'ont pas de protection, presque pas de droit. C'est l'impression que ça donne, en tout cas avec les yeux d'enfant que j'avais. Et donc ça a été pour moi un choc. Ouais, ça a été un choc, et puis ça a été le début d'une vraie réflexion sur comment est-ce que ces choses-là se produisent, de quoi elles découlent, et puis aussi l'idée que
voilà, rien n'est acquis et rien ne se fait tout seul, et que si on veut quelque part l'égalité c'est un combat, et c'est ça qui m'a poussé à m'engager. Merci Cyril. Marie-Charlotte, qu'est-ce que vous craignez le plus dans cette élection? Vos adversaires ou vous-même? Il n'y a pas de question préparée, vous étiez prévenu. Hein. Non, effectivement, c'est une drôle de question. Qu'est-ce qu'on craint? Je ne suis pas sûre qu'on craigne quoi que ce soit dans une élection. On y va parce qu'on s'engage. Et de ce fait, en tout cas personnellement, je ne suis pas dans la crainte ni des adversaires qui font leur chemin, qui font leur campagne, qui travaillent leurs arguments. Vous savez qu'en vous engageant, vous serez par exemple moins proche de votre gamin, par exemple, ou de votre conjoint. Vous le savez, ça, vous allez devoir faire des concessions. C'est toujours un peu le cas. Alors j'ai la chance d'avoir une vie de famille assez équilibrée, un conjoint qui est très présent et investi. Bon, de fait, je suppose que vous poserez aussi la question à mon camarade, bien évidemment. qui est également papa d'un enfant à peu près aussi jeune. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on est peut-être un peu moins présent physiquement sur le temps de la campagne. Après, je le disais tout à l'heure, mon engagement, il n'est pas sans lien avec mon enfant, parce que je pense que c'est maintenant qu'il faut s'engager pour changer les choses, pour faire qu'on puisse construire demain un autre futur, un futur qui soit à la fois profondément écologiste parce qu'on en a besoin et que c'est quelque chose qu'on ne peut plus questionner, et à la fois que ce chemin-là se fasse en toute solidarité, se fasse en prenant compte de toutes les vulnérabilités qu'il peut y avoir dans la société. Et ça, je pense que ma famille le comprend et me soutient fortement dans ce choix. Un autre monde est possible. C'est cela, je crois que c'était un député grec qui avait dit cela, Yannis Varoufakis, me semble-t-il, sinon on reste dans le grec. Cyril, un autre monde est possible, c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous vous engagez dans cette élection départementale, dont on va aussi parler, parce qu'il faut faire de la pédagogie. C'est quoi le département? Ça sert à quoi? Parce que beaucoup d'électeurs se posent cette question. Comment va-t-il falloir faire venir les électeurs? Alors, un autre monde est-il possible, Cyril? Je crois que l'action du département montre un peu tous les jours, au quotidien, que oui, on peut dessiner demain une société qui soit plus solidaire. Il vous plaît ce monde actuellement? La galère que nous connaissons depuis un an, c'est tellement compliqué. Oui, on a été, je crois, tous ramenés au caractère éphémère des choses et à nos fragilités. Je crois qu'on ait été hier un salarié, un commerçant, une personne âgée, un peu isolée, on a tous été confrontés à nos fragilités, quelles qu'elles soient, et à la nécessité d'avoir une société qui soit solidaire, quoi. Et ça nous ramène aussi aux liens qui font qu'une société existe et fonctionne. Ça a précipité à tous deux votre engagement, cette crise sanitaire, ou tout cela était déjà bien ancré finalement? Alors, je vous posais la question à Marie-Charlotte. Le mien, en tout cas, il était antérieur. Oui. Après, je pense que les racines de mon engagement sont à peu près les mêmes que celles de la crise, même si les choses n'ont pas de lien direct. Mais c'est effectivement le monde tel qu'il est et la nécessité d'avoir un impact dessus et de le changer qui y mène. Peut-être ce que je voulais juste indiquer pour compléter, c'est que sur cette crise, on parle beaucoup des impacts négatifs et ils sont évidemment nombreux. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus oublier tous les élans de fraternité, de solidarité, de citoyenneté. Vous pensez aux applaudissements pour les médecins au démarrage là? Alors il y a eu les applaudissements pour les médecins qui sont symboliques, mais qui en même temps disent quelque chose d'une reconnaissance qu'on a pour cette profession et pour l'engagement de l'ensemble des professionnels de santé. Mais il y a eu, au-delà de ça, par exemple à Bordeaux, un mouvement s'est monté de livraison de repas, donc tous les gens qui étaient en télétravail, qui cuisinaient donc plus qu'habituellement, et puis c'est vrai qu'au premier confinement, il y a eu aussi un élan de cuisiniers globalement et de pâtissiers. Bon, des livraisons se sont mises en place. Enfin, il y a plein de choses, et ça c'est juste un exemple. Il y a plein de choses qui se sont mises en place, que ce soit de manière institutionnelle ou que ce soit de manière vraiment très spontanée par les citoyens. Et ça fait partie des choses qui donnent confiance dans ce qu'on peut construire pour la suite.
Cyril, vous serez en position d'outsider parce que finalement les gagnants se représentent. Un des deux gagnants se représente, je crois que c'est Laurence de Sertine. Alors quel est le binôme avec Laurence de Sertine, puisque c'est tout à fait récent, je crois que c'est Michel Dufranc, c'est cela? Oui, tout à fait. Maire de la Brède. De la Brède. Voilà, on sait ça depuis hier. Oui, c'est une information qui est tombée récemment. Vous aurez aussi d'autres opposants. Hein. Il y a également Maric Festou. Des anciens adjoints, Maric Festou et Alexandra Siari, qui étaient adjoints du candidat Nicolas Florian. Une droite désunie, donc ça peut faire votre affaire d'une certaine façon. Écoutez, est-ce que ça fera notre affaire? Je crois que c'est surtout à eux c'est à eux qu'il faut le demander. Nous, en tout cas, on est particulièrement fiers de représenter l'union de la gauche et des écologistes. On souhaite être... Qui a le vent en poupe, parce que dans la région, ils détiennent tous les leviers du pouvoir. Hein, la mairie, la région, le département, parce que nous avons effectivement interviewé Jean-Luc Glaise la semaine dernière, la métropole. Donc là, c'est cavalier seul d'une certaine façon pour le moment. Cavalier seul, on n'est jamais seul, mais en tout cas, je me félicite je suis très heureux, moi, de la situation politique de cette région et de notre environnement et du département. Je crois que la majorité départementale, elle est à l'œuvre depuis quelque temps déjà. Jean-Luc Glaise a transformé et a innové en termes d'action sociale, quoi. Et je crois qu'on peut être fier des réalisations de nos élus à quelque échelon que ce soit, quoi. Et puis il y a eu cette victoire historique à Bordeaux, bien sûr. cette bascule qui venait en fait un peu rétablir une anomalie. 73 ans. 73 ans. C'est incroyable, hein, 1947. Je crois que j'avais fait l'interview d'Emmanuel Ajon qui me le précisait au mois de juillet dernier. On va lui rendre hommage chaque fois quand on fait une interview, on le dit parce que elle nous manque tellement. Ça a été un choc pour tout le monde. Et ça a été un choc pour vous tous, pour moi en particulier, qu'il avait interviewé, bien sûr. On va faire un petit peu de pédagogie parce que ceux qui vont voir ce reportage a posteriori ne connaissent pas forcément le département. Alors autrefois on parlait du conseil général, mais depuis la réforme NOTRe de 2015, on parle du conseil départemental. Ça sert à quoi le conseil départemental? Et vous-même, quelle sera votre mission au sein du 2e canton si vous êtes élu? 48 000 habitants quand même, c'est pas rien, Cyril. Marie-Charlotte, quelle sera votre mission? C'est quoi le département? Alors déjà? le département d'abord, le département c'est effectivement l'une des institutions nées de la décentralisation. Le département est chef de file de l'ensemble des politiques sociales et médico-sociales. C'est un poids très important dans la politique départementale. Il est également en charge d'un certain nombre d'autres sujets, que ce soit les collèges par exemple. Bien sûr. Une bonne partie de l'action auprès des collégiens qui touche de fait tout le monde. Il est également en charge d'un soutien au développement du monde, j'allais dire rural, en tout cas au développement de l'ensemble des communes dans leur diversité. Il y a vraiment beaucoup de compétences. 48 000 habitants, je disais, Cyril, et on se dit comme ça de prime abord, le 2e canton, c'est de Mériadec jusqu'à Bordeaux-Centre, vous énumérerez les quartiers concernés. On se dit comme ça, oh, c'est riche, il n'y a pas de problème. Puis, c'est vrai, on en a parlé, des problèmes, il y en a beaucoup plus que l'on croit. Bien sûr. C'est vrai que c'est un quartier, c'est un canton qui regroupe un peu tous les lieux de prestige. Et on est dans l'un d'entre eux. On est l'un d'entre eux ici au jardin public. Pour autant, derrière les belles façades et les belles avenues, il y a partout de la difficulté. On parlait du logement, mais quelque part on a tous besoin de solidarité. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la difficulté financière. Quelqu'un qui a un parent qui est très âgé, en situation de dépendance, qui lui-même se retrouve à devoir diminuer son temps de travail pour aider son parent et donc diminuer ses ressources financières, il a besoin de cette solidarité qui est, à mon sens, le cœur de l'action du département, quoi.
C'est ça qui va vous différencier de vos adversaires, Marie-Charlotte. Si vous deviez, il faudra bien se distinguer d'une façon ou d'une autre, mais c'est ça que vous allez mettre en exergue plus particulièrement en lien avec la politique majoritaire au département, parce que je sais que le président Jean-Luc Glaise insiste beaucoup sur cet aspect cohésion sociale. Oui, c'est effectivement un axe que le président porte très fortement, à juste titre, je le pense. Effectivement, ce sujet-là, il est majeur, je pense, à la fois pour les Bordelais, mais aussi plus précisément pour les habitants de notre canton. Dans ces différents quartiers, on a effectivement une population bordelaise qui, pour partie, avance en âge, qui peut avoir besoin d'assurer une adaptation de son logement pour pouvoir y rester le plus longtemps possible, d'avoir quelqu'un qui passe pour l'aider, soit sur ses repas, soit pour des menus travaux, etc. Tout ça, ça fait partie des aides que peut proposer le département et des sujets sur lesquels nous, on se propose de travailler très fortement. Au-delà de cette question-là, il y a aussi effectivement les proches de ces personnes-là, dont Cyril parlait à l'instant, et qui eux-mêmes consacrent une part de temps et d'argent importante en général au soutien de leurs proches, et qui peuvent eux avoir besoin de soutien, de relais, parfois d'informations. Tout ça aussi, ça fait partie de ce que nous, on veut vraiment mettre en place de manière très forte dans ce quartier. On est dans un quartier vieillissant aussi, il faut le dire, donc la dépendance va jouer un rôle majeur dans les années qui viennent et dans les 6 années où vous pourriez être appelé à intervenir, à être aux affaires. Alors je ne sais pas si ce canton plus particulièrement que les autres, je crois que c'est le centre-ville est un peut-être mouvement démographique qui touche tous les territoires, quoi. Et donc effectivement, je crois que le vieillissement, mais voilà, juste l'extension de notre espérance de vie, ça va être un vrai enjeu de société dans le futur, et ça l'est déjà. Vivre vieux, mais vivre bien, c'est ça. Exactement. Parce que ça n'a aucun intérêt de vivre vieux si on est mal. Absolument. Il faut le dire. Donc il y a tous ces enjeux de santé qui sont primordiaux, et de prévention également. Et ça me fait penser à un thème qui est cher à Marie-Charlotte, qui est en fin de compte sur l'alimentation, la qualité de l'alimentation. Ça fait partie, c'est un des éléments qui contribue à la qualité du vieillissement. Effectivement, il ne s'agit pas juste de vivre vieux, mais quelque part de bien vieillir. Et donc oui, on est là aussi, quoi, très attaché à ce qu'on puisse demain proposer une alimentation de qualité, des circuits courts, et ça contribue aussi à faire vivre le territoire et à exprimer une solidarité entre les territoires. On a parlé beaucoup de solidarité de situations particulières, mais le département, c'est aussi la solidarité entre les territoires. Et à Bordeaux, qui est la ville-centre, en particulier sur ce canton, qui est un des plus centraux de la ville, nous on veut être les candidats, quoi, d'une solidarité territoriale, quoi. 5 cantons à Bordeaux, 33 en Gironde, comme le département. Comme le numéro du département. Pour terminer cet entretien, ça passe à une vitesse phénoménale. On s'était dit 30-35 minutes, vous avez l'impression que ça fait 10 minutes que la débarré. Peut-être juste préciser, parce qu'on a quand même beaucoup parlé du vieillissement, qu'on a quand même aussi un canton qui est en renouvellement avec beaucoup de jeunes qui arrivent, et qu'il faut... ça fait aussi et de néo-bordelais, et de néo-bordelais par ailleurs. Tout à fait. Hein, et qu'on ne les oublie évidemment pas, et qu'on a, loin de là même, je dirais, tout un axe de travail à créer avec eux, notamment pour les jeunes parents, puisque le département a ces compétences-là. Voilà. Je fais court, parce qu'évidemment, on n'a plus beaucoup de temps. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais vous faire un petit peu réagir sur l'actualité récente, puisqu'on avait dit qu'on le ferait. On va sortir du cadre du département. On pourrait bien sûr réagir sur la crise sanitaire. Marie-Charlotte, comment avez-vous vécu cette crise sanitaire, comme tous les Français, j'imagine, vous vous êtes adaptés, je le pense. Avions-nous le choix? La crise sanitaire, je pense qu'elle a eu le même impact sur moi que sur beaucoup de 20% de Français dépressifs. Oui, c'est ça. J'allais dire, effectivement, il y a un impact psychologique qui est majeur sur la population.
Et je pense qu'on le minore tous, chacun pour sa propre psychologie. J'en veux pour exemple, je suis dans une étude scientifique qui est menée par l'INSERM et ils nous demandent, du coup, pour suivre la crise Covid régulièrement, ils nous demandent de remplir à échéance régulière des questionnaires qui en réalité sont les mêmes, où on estime notre positionnement sur toute une série de questions de santé physique, de santé psychique, et on se rend compte au fur et à mesure que bon, les chiffres sont entre 0 et 10 et que peut-être, oui, on enlève 1 ou 2 points à la fin de cette année de crise, de confinement, de changements brutaux, de remise en question, de beaucoup de repères. Et je pense qu'on est en réalité beaucoup plus touché qu'on ne le sait et que les conséquences s'en feront sentir peut-être à plus long terme. Cyril, on va aller sur un tout autre théâtre d'opération, vous voyez où je veux vous amener. En 1961, un quarteron de généraux, pour reprendre la célèbre formule du général de Gaulle, avait fait sédition en Algérie. On n'ira pas jusque-là dans la tribune des militaires, mais quand même cette tribune a un petit peu choqué la France, en tout cas certains Français. Qu'en pensez-vous en particulier? Il faut que la France soit mise au pas. Ça interpelle. Tout à l'heure, Marie-Charlotte utilisait le terme de perte de repères. On l'utilise souvent pour la jeunesse, pour un tas de situations, mais je crois que ouais, ces militaires, ces gens qui se sont exprimés et qui ont dans une certaine mesure le droit de s'exprimer, je crois qu'ils sont en perte de repères. Eux, ils pensent que c'est le contraire, que c'est la France qui est en perte de repères, si j'ai bien compris. Quand on fait partie d'une grande institution telle que l'armée française, en République, il y a des choses et des frontières qu'on ne doit pas franchir. Pour ma part, je considère qu'ils ont franchi une limite. Moi, je trouve qu'ils portent atteinte à la crédibilité de l'armée française et de tous ces soldats qui se battent pour nous, qui se mettent en danger pour nous. Eux, je trouve, avec des raisonnements un peu faciles. Est-ce que c'est pas dans la logique de tout ce qu'on entend médiatiquement? Quand j'écoute CNews, parce que je regarde toutes les chaînes, quand j'entends Zemmour le soir, la parole se libère. Oui, mais précisément, aujourd'hui, il faut le dire les choses. Précisément, moi je trouve que l'armée française ne devrait pas emboîter, si vous voulez, l'air du temps. Voilà, l'armée française est une institution qui est immuable, qui doit représenter un repère pour les Français, qui doit aussi rester dans son rôle et donc qui n'a pas vocation à dicter aux politiques leur conduite. Et donc là, je trouve que c'est assez choquant. J'ai cru entendre la ministre dire qu'elle prendrait, Florence Parly, qu'elle prendrait des sanctions contre les signataires de cette tribune. Je pense qu'elle a raison. Je pense qu'il faut rappeler chacun à son rôle et à son devoir surtout. Ok. C'est votre positionnement, je le respecte ô combien. Alors on va peut-être réagir aussi tous les deux sur la crise des Gilets jaunes, parce qu'elle a eu un retentissement particulier à Bordeaux, ce qui prouve bien que toutes les inégalités dont vous parliez, elles ont eu un retentissement certain, dont cette ville de Bordeaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on se voit dans ce cadre-là, on se dit mais comment la ville de Bordeaux a-t-elle pu être atteinte par de telles violences? Et pourtant, elles ont existé et elles ont même fait partir d'une certaine façon Alain Juppé, nous le disions la semaine dernière avec le président Jean-Luc Blaise. Cette crise des Gilets jaunes, comment vous l'avez vécue? Moi, j'en retiens deux choses en particulier. Oui. La première, c'est que il n'y a plus réellement de classe moyenne confortable. C'est que la majorité, du coup, maintenant des Français sont dans une situation où la vulnérabilité, si elle n'est pas présente, elle n'est pas loin. Et il y a toujours cette crainte d'être en défaut, notamment financier, puisque c'est quand même un point important pour beaucoup de Français, mais pas que. Cette crise, elle était vraiment beaucoup plus large. Et c'est le deuxième point que j'en retiens, c'est qu'on en arrive à un moment de malaise et d'incompréhension dont les racines sont tellement intriquées qu'il en devenait en fait difficile de repositionner et de comprendre quelles étaient les demandes pour le politique, parce qu'en réalité il faut vraiment s'intéresser, je pense, à la manière dont la société
est construite et dont chacun y prend sa place, et que la racine même de ce malaise, il était là. C'est un terrible quinquennat que celui d'Emmanuel Macron, Cyril, parce qu'il a tout eu. Alors il a eu les gilets jaunes, il a eu la crise des retraites, la Covid. Alors il y a des choses qui ont été peut-être initiées par lui-même, mais c'est vrai que quand on fait le bilan, c'est très très difficile de faire de la politique dans ces circonstances-là. Je crois que Comment tous les va se présenter quinquennats, l'élection présidentielle à venir là, par tous exemple les quinquennats sont difficiles. Je voulais juste pour ajouter quelque chose au propos de Marie-Charlotte que je rejoins complètement, avoir une pensée du soutien pour tous les commerçants, parce que oui. Effectivement, les Nous sommes devant commerçants du centre-ville je crois, ici. sont passés de la crise des gilets jaunes avec les débordements qu'on a pu connaître au Covid. Et donc voilà, je crois qu'il y a un tissu économique local qui est très fragilisé aujourd'hui et qu'il faudra demain soutenir de tous les moyens possibles. Sur le quinquennat, je crois que tous les présidents ont eu à faire face à des... François Hollande avait donné pas mal aussi quand même dans ce domaine des difficultés. Je crois que François Hollande a connu les attentats. Bien sûr. Il y a eu toutes les manifs qui... Mariage pour tous, qui avait été très contesté, on s'en souvient. Absolument. Le quinquennat de Nicolas Sarkozy... la crise de 2008. Voilà, qu'on ne peut pas me soupçonner de le soutenir, mais il avait dû faire face à la crise économique. Donc je crois que tous les quinquennats sont très durs. Moi, ce qui m'interpelle un petit peu sur ce quinquennat-là, c'est qu'effectivement, d'un discours... les inégalités se sont creusées, très ambitieux, où on allait tout balayer d'un revers de main. Je trouve qu'aujourd'hui, on voit, on a le sentiment d'un président qui navigue un peu à vue, à la godille. Je n'ai pas vu toute la puissance réformatrice qu'on nous annonçait. Je ne l'ai pas vu dans ce quinquennat. Voilà, donc je peux pas dire. Il dira que les circonstances ont été défavorables, je le suppose. On peut imaginer quelle sera la réponse. Quand on gouverne un pays, on ne peut pas attendre que les vents soient favorables. Ouais. Il faut provoquer les vents favorables, peut-être. Absolument. Nous allons terminer, bien sûr, par la façon dont vous allez mener campagne, parce que ça ne va pas être facile avec la Covid. On ne pourrait pas faire une campagne traditionnelle, on ne pourrait pas les taper aux portes. Je sais qu'en général, il y a un réseau de militants socialistes qui est très compétent en la matière et qui vous aurait largement aidé. Ça ne sera pas possible. Donc ça va être du tractage, ça va être du phone-in, j'imagine. Ça va être une campagne à distance, pas forcément la meilleure pour inciter les gens à venir voter. Marie-Charlotte, c'est une chose qui va vous manquer, ça, ce contact direct avec l'électeur, surtout pour une première, d'une certaine façon. Oui, moi c'est ma toute première élection, effectivement. Alors, de fait, je ne pourrais pas comparer avec une élection précédente. Bon, c'est l'avantage. Mais oui, de fait, les moyens ne sont pas ceux qu'on peut déployer habituellement. Ça veut dire qu'on n'ira pas au contact comme on peut le faire habituellement, parce qu'on ne mettra pas en danger les gens qu'on veut rencontrer dans le cadre de cette crise sanitaire. Et ça, je pense qu'il faut qu'on l'ait vraiment à l'esprit, et c'est le cas. Donc oui, on sera quand même présent sur l'espace public, mais plus à disposition qu'en recherche de contact, en espérant que du coup on puisse être compris aussi dans ce positionnement-là par les Bordelais, et qu'ils viendront nous voir. Et puis surtout en ligne, par contact papier, enfin voilà, tout ce qu'on met en place tous collectivement depuis le début de la crise, de fait. Et vous avez deux remplaçants, Cyril, il faut aussi les nommer. Oui, Lucille Robert et Thierry Lagrange. Voilà. Je ne vous souhaite pas qu'il vous arrive un pépin de santé si vous étiez élu, mais sait-on jamais, bien évidemment. Alors, coup d'envoi de cette campagne, ça sera une conférence de presse avec les 10 candidats des 5 cantons bordelais. Ça sera lundi, je crois. Tout à fait. On vous suivra avec beaucoup d'attention. Vous étiez les premiers à passer dans cette nouvelle émission Les élections, c'est demain, qu'on retrouvera sur Aki Télé. On va vous souhaiter évidemment toute la chance possible pour cette première Marie-Charlotte Latour et Cyril Fonrose, qu'on était ravis d'avoir eu sous un soleil qui a quelquefois alterné avec quelques gouttes. Je me suis dit, est-ce qu'on va aller jusqu'au bout de cet entretien? Mais Dieu merci, on y est. Merci beaucoup.
Tout le meilleur pour vous et puis à très bientôt pour une autre émission politique Merci. sur Aki Télé. Merci. Salut.